Jean-Jacques Mambo pour lire Afro. Donc aujourd'hui, je vais parler du code noir. Le code noir, c'est le code qui a été érigé, hein, en 1685 pour régir les esclaves dans les îles françaises, de la Caraïbe, hein, dans les Amériques et tout ça. Donc voilà, je pense que pour en parler, la meilleure manière, c'est de lire peut-être quelques articles. Voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est le code noir. Donc par exemple, là, je veux commencer avec un petit article, l'article 12, qui dit que les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres différents. Voilà, ça commence très bien, ça c'est l'article 12. Tout simplement, ça c'est, je pense, un article qui sert à quelque part émasculer l'homme, hein, c'est-à-dire avoir des hommes complètement dénudés de paternité. Hein. Voilà, donc ça je pense que c'est une très bonne entrée en matière. Je pense que c'est un petit article mais qui en dit beaucoup. On va continuer avec l'article 13 qui dit que voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère. Pareil, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. Donc en fait, c'est juste un article qui appuie, l'article texte appuie en fait l'article 12, qui est, je pense, complètement mis en... C'est une mise en œuvre de, comment on pourrait dire, ouais, qui a été mise en place pour émasculer l'homme, quoi, pour, ne lui, pour qu'il ait aucun pouvoir, c'est-à-dire paternel en tant que tel, quoi. Donc je pense que ce sont deux articles très forts parce que dans une société où un homme n'a pas de paternité, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas défendre ses enfants, il ne peut même pas défendre, si tu ne veux pas défendre tes enfants, tu ne veux pas aussi réclamer ou défendre ta femme. Donc c'est très fort, hein, psychologiquement, c'est très fort. C'est-à-dire toi, tu es père, mais tu n'as aucun droit sur ton enfant, quoi. Et sur ta femme d'ailleurs aussi, hein. Mais bon, ça c'est très fort. Donc ensuite, je vais passer à l'article 31. Donc ça, c'est encore... on descend un peu plus loin dans la barbarie, parce que bon, quelque part, le code noir, là, c'est vraiment un guide, je sais pas moi, de tortionnaire, qui guide de la perversion de l'homme, quoi, quelque part. Donc on continue, article 31. Ne pourront aussi les esclaves être partis, ni être en jugement, ni en matière civile, en tant en demandant qu'en défendant, ni être partie civile en matière criminelle, sauf à leur maître d'agir et de défendre en matière civile, et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves. Donc en fait, l'esclave, lui, il n'a aucun droit. C'est-à-dire on peut tout lui faire légalement, il n'a pas le droit de citer, il n'a pas le droit de se défendre, il se tait. C'est-à-dire que demain, si toi tu es esclave, enfin à l'époque en tout cas, si tu es esclave et on t'accuse d'avoir fait quelque chose, légalement, tu peux même pas te défendre. Quoi. Ça veut dire, légalement, tu n'es rien. Tu n'es rien, tu n'as aucun droit. On peut t'affliger de tout et tu n'as même pas le droit légalement de te défendre. Donc ça, c'était l'article 31. On va passer à l'article 32, ça suit. Hein. Donc, qui dit pourront les esclaves être poursuivis criminellement. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de te défendre légalement, mais tu as le droit d'être poursuivi, quoi. Sans qu'il soit besoin de rendre leur maître partie, sinon en cas de complicité, et seront les dits esclaves jugés en première instance par les juges ordinaires et en appel au conseil souverain de la même instruction avec les mêmes formalités que les personnes libres. Ça veut dire que tout le monde peut t'accuser de quoi que ce soit. Toi, tu n'as pas le droit de te défendre. C'est-à-dire ça renforce l'article en fait 31, l'article 31 qui dit que toi, tu n'as aucun droit légalement de te défendre ou d'accuser quelqu'un. Mais par contre, dans l'article 32, on te dit que par exemple, toi, on a le droit de t'accuser. Et que si ton maître, en fait, il fait rien, ben voilà, quoi, t'es accusé et puis tu te tais.
tu vas à la barre et puis voilà, quoi, advienne ce qu'il pourra, quoi. Donc c'est très fort. Euh, on continue, l'article 33 dit: l'esclave qui aura frappé son maître ou la femme de son maître, sa maîtresse ou leurs enfants avec contusion de sang ou au visage, sera puni de mort. Donc c'est très clair, hein, je veux dire, si voilà, c'est clair, il n'y a pas besoin. Donc le maître, il a le droit de vie, de mort sur l'esclave. Article 34. Et quant aux excès... Est-ce que c'est l'article 34 que je voulais faire? Non, 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 je voulais passer à l'article 38. 38. Ça, c'en a un très bon. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois à compter du jour où son maître l'aura dénoncé en justice aura l'oreille coupée. Aura l'oreille coupée et sera marqué d'une fleur de lys sur l'épaule. C'est-à-dire que toi maintenant, si tu as envie de retrouver ta liberté d'homme, tu fuis. Ton maître il va te dénoncer. Si tu te rattrapes maintenant, si tu arrives à fuir pendant plus d'1 mois, quand on t'attrape, on te coupe l'oreille et on te marque au fer comme un cheval, quoi. Donc ça, c'est très fort, quoi. Hein, c'est très fort. Et s'il récidive 1 autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé et sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. C'est-à-dire maintenant, si tu récidives, on te coupe le pied là à la Kunta Kinte, quoi. Ça, c'est très fort. Et à la 3e fois, il sera puni de mort. Donc, voilà, je pense que ça en dit long. Je pense que ça en dit beaucoup. Ça, c'était l'article 38. Alors maintenant, on va passer à l'article 44. C'est peut-être un des articles les plus, comment est-ce qu'on pourrait dire, évocateurs, ou peut-être les plus célèbres, les plus connus, j'en sais rien. Il commence comme ça. Déclarons les esclaves être meubles. Ça, c'est la loi. Déclarons les esclaves être meubles. Et comme tels, entrer en la communauté. N'avoir point de suite par hypothèque. Et se partager également entre les cohéritiers sans préciput ni droit d'aînesse. C'est-à-dire que un meuble, quoi, je sais pas, une chaise, voilà. Ça dit, toi, t'es esclave, ça dit que t'es une chaise. D'accord? Et ça veut dire que tu es une chaise. T'es même pas, même pas un bouc ou bien un cheval, je sais pas, non. Une chaise, une table, Déclarons les esclaves être meubles. Voilà, c'est-à-dire que toi-même, tu es un meuble, quoi. T'es comme si tu n'étais pas fait de chair et de sang, quoi. Tu es, en tant qu'esclave, un meuble. Voilà. Ça, c'est un article 44 qui a été fait pour régir, en fait, la propriété. Hein. Voilà, c'est-à-dire que le maître, maintenant, s'il meurt demain, c'est-à-dire que toi, en tant que son bien, tu ne pourras pas être hypothéqué, quoi. Ni partagé entre les co-héritiers, sans précipice ni droit d'aînesse. C'est-à-dire que si le maître il meurt, toi tu retournes à la communauté. C'est-à-dire qu'en vérité, tu es le bien de la communauté, le bien de tout le monde, quoi. Tout le monde peut venir je sais pas, voilà, t'acheter, te prendre, te jeter. T'es un meuble, quoi, tu vois. T'es un meuble qui n'a même... Enfin, t'es un meuble, quoi. N'être sujet aux douaires coutumières. C'est-à-dire que même si toi, t'es le maître, tu meurs, les douaires coutumières, c'est ce qui régissent, en fait, comment on dit ça, l'héritage, quoi. C'est-à-dire que tu peux même pas laisser ton esclave à ta femme, quoi. Par exemple, c'est ça, quoi. Les douaires coutumières au retrait féodal et lignagé, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des 4 quints en cas de disposition à cause de mort ou testamentaire. Donc vraiment, en fait, quand tu es un esclave, limite, tu ne t'appartiens même pas, quoi. C'est-à-dire que quand ton maître il meurt, une fois que ton maître il meurt, voilà, on va te remettre je sais pas. C'est-à-dire que tu ne t'appartiens même pas. On fait ce qu'on veut de toi. C'est ça, c'est le code noir, quoi. Donc vraiment, voilà, je voulais juste, je vais pas en dire plus. Je pense que le code noir,
C'est un petit manuel, un petit guide qu'on devrait tous connaître, au moins un petit peu qu'on devrait tous lire, parce que franchement, il en dit très très long. Il en dit très très long. Et voilà, il a été promulgué en 1685 par un certain Colbert. Il a été revu en 1725, je crois, je suis pas sûr, dans ces années-là. 1724, pardon. Voilà. Bon, il est tout autant barbare. Hein. Il y a pas de, il n'a pas été amélioré, entre guillemets. Donc voilà, le Code Noir, je pense que c'était une très bonne introduction. C'est un petit livre hein, qui coûte même pas cher, il coûte peut-être 5 euros. Donc tout le monde peut aller le voir, l'acheter, le regarder et voir, lire pour soi-même, aller faire ses recherches et tout. Parce que vraiment, ça en dit très très long. Ça, c'est la loi. Hein, c'est la loi. Nul n'est censé ignorer la loi, je crois. Hein. Donc ça, c'était la loi dans les îles et dans les Amériques dites françaises, quoi. Hein. Donc voilà. Je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. Allez, ciao.